Bonsoir à tous et bienvenue sur Tennessee News Network, votre nouvelle chaîne d'infos consacrée à l'actualité dans l'État du Tennessee. Je suis Andrew Williams et ce soir, pour la première de On en discute ici, on reçoit un invité exceptionnel, le gouverneur Baker. À un mois de la fin de son mandat, nous allons faire le point sur son action, aborder les événements marquants qui ont secoué notre État ces dernières semaines et nous tourner vers l'avenir. Bonsoir Monsieur Baker. Bonsoir, Merci d'avoir accepté cette interview. merci pour votre invitation. Pour les citoyens ne s'intéressant peu, voire pas à la politique, je vais vous présenter dans les grandes lignes. Vous êtes né en 1967 à Maryville, vous avez travaillé dans un hôpital à Los Angeles, où vous avez eu l'opportunité d'enseigner aux futurs médecins. En janvier 2025, vous annoncez dans une lettre, suivie d'un programme, votre candidature au poste de gouverneur de l'État du Tennessee derrière l'étiquette des démocrates, où vous demandez qu'on vous fasse confiance. Vous misez sur la construction d'un État plus juste, plus égalitaire et plus sûr. Les grandes lignes de votre programme sont: concernant la sécurité, une réforme de la législation sur les armes à feu, un dialogue police-citoyen, la lutte contre le marché noir des armes, pour ce qui est de la justice, un procureur général indépendant, la suppression de l'article sur les manifestations illicites, la réinsertion des détenus, l'abolition de la peine de mort, sur la santé, un domaine qui vous est cher, une sécurité sociale universelle, le renforcement des droits des femmes en matière d'IVG, le plafonnement des prix des services de santé. Dans le secteur de l'éducation et de la jeunesse, des bourses étudiantes, une police de proximité dans les écoles, une réforme des programmes scolaires, et enfin un aspect essentiel qu'est l'économie et les infrastructures, un allègement des taxes pour les petites entreprises, un soutien aux travailleurs, un investissement dans les infrastructures et la réduction de la dette publique. Après une longue campagne, vous remportez les élections avec plus de 60% des suffrages exprimés face au candidat républicain Montgomery, permettant même d'avoir une majorité de représentants à l'Assemblée générale. Quel a été votre sentiment après votre victoire ou la dernière victoire du Parti démocrate datait de juillet 2020? Quand le Parti démocrate et particulièrement moi, nous avons gagné cette élection après 5 ans d'absence démocrate, je pense qu'on a eu un énorme sentiment de confiance, de fierté et de prudence aussi, puisque il ne faut pas considérer que tout est acquis dans la vie. Et je crois que le Parti démocrate, dans son histoire, a toujours fait rebond au bon moment. Et c'était le bon moment pour que le Tennessee redevienne démocrate et que nous changions la société dans laquelle nous vivions, puisque il n'y avait pas ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, les aides pour les entreprises, l'allègement des taxes, rien de tout cela n'existait avant que nous gagnions cette élection. Et jamais nous n'avons eu un gouverneur aussi investi dans le social et dans la manière dont comment nous pouvons alléger la vie de nos citoyens et faire en sorte qu'ils vivent mieux. Tout ça n'avait jamais été posé aux précédentes administrations républicaines. Et je pense que les gens ont compris. Ils ont essayé maintenant un nouveau gouvernement démocrate. Et ça renforce notre idée qui est que nous avons fait du bien à notre État. Euh, et bien sûr que la grande fierté que nous avons eue ce soir-là, et particulièrement moi, ça a été un moment de très grande solitude, je dirais, puisque quand on gagne dans ces moments-là, on se retrouve vite seul. On est projeté sur la scène, on est projeté sur les caméras, on est projeté sur les journalistes, et on est très rarement considéré comme, dirais-je, un humain lambda comme vous et moi, mais plus comme une bête à part. Et ça peut être très compliqué à gérer, ma foi, je ne m'en plains pas, puisque j'ai eu bon cœur de le faire. Et je le dis et vraiment je le soutiens, je le martèle. Nous avons remercié 1000 fois toutes celles et ceux qui ont voté pour nous parce que nous savions de toute évidence que sans les gens, on ne pouvait pas gagner. Alors, il vous reste un peu moins d'un mois pour réaliser tout votre programme, mais il est loin d'être complet. Vous avez réduit le taux d'imposition des entreprises passant de 20% à 7%. Vous avez versé à toute entreprise dont le capital est inférieur à 8 500 dollars une aide de 5 000 dollars. Vous avez créé un département de lutte contre la fraude fiscale.
Dans un décret, vous avez interdit les armes automatiques et lancé un programme de rachat massif des armes. Ce programme de rachat a débuté la semaine dernière. Est-ce qu'il fonctionne? Avez-vous des chiffres sur le retour des armes? Car à vrai dire, il y a peu, voire pas de communication autour de ce programme, que ce soit de la part du gouvernement ou bien de la part du DCSO. Alors c'est une très bonne question. Pour l'instant, nous n'avons pas. Alors effectivement, le décret prévoyait que il y ait ce programme de rachat qui débute dès la semaine dernière. Pour l'heure, il n'a pas encore débuté puisque il faut qu'on puisse s'organiser logistiquement parlant avec le DCSO, qu'on puisse mettre les moyens avec leurs services concernés à organiser ce rachat et leur fournir aussi les moyens financiers nécessaires. Donc on va en discuter très prochainement avec leur état-major et la direction de ce service. Et nous le mettrons en fonctionnement, je pense, très rapidement avant le 14 mai. Ce n'est qu'une question de jours. Et c'est aussi une manière pour nous de pouvoir tout cadrer avant de garantir à nos citoyens qu'ils pourront réellement faire racheter leurs armes automatiques. Bien évidemment, c'est une promesse que nous tiendrons. J'ai tenu toutes mes promesses sur ce que nous avions à faire. Nous l'avons fait. Et je n'entends pas faire faux bond sur ça, même si ça prend un petit peu de retard. Les gros changements se font très rarement en l'espace de quelques heures, quelques minutes. Ils se font en quelques jours. Et il ne faut pas non plus aller trop vite. Il faut prendre le temps d'analyser l'impact que ça aura. Si ça aura réellement un impact sur l'insécurité et la circulation illégale des armes automatiques. Donc il ne faut pas aller trop vite. Et, il faut qu'on prenne notre temps. Il faut qu'on puisse aussi nous assurer que sur le long terme, l'État a les moyens. J'en suis convaincu que oui, après toutes les économies que nous avons pu faire sur les mandats républicains. Mais il ne faut pas non plus considérer que tout est acquis. On propose ici des mesures qui vont nous coûter de l'argent, des mesures que nous allons devoir financer. Je ne veux pas les financer avec l'impôt de nos citoyens ou les taxes sur les entreprises. Je ne veux pas avoir à faire ça. Et pour éviter d'avoir à faire ça, il faut réfléchir autrement. Comment est-ce qu'on peut financer ça? Et ça prend un petit peu de temps. Mais je le redis, avant le 14 mai, nous aurons ce service en place. Et le DCSO aura bien évidemment la main dessus pour racheter les armes automatiques. Et il est intéressant de dire que à travers ça, c'est aussi une manière de dire aux gens, on a restreint les armes automatiques, mais on ne veut pas non plus que ceux qui ont acheté des armes avant ce décret et avant le passage de la loi aient bêtement perdu de l'argent. Ce n'est pas ce que l'on veut corriger ça. Donc on le fera avant le 14 mai. Nous allons passer aux grandes questions. Pour commencer, monsieur le gouverneur, alors que votre mandat touche à sa fin, quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Alors, l'accomplissement dont je suis le plus fier, alors je ne pourrais pas en citer un seul, puisque il y a énormément de choses qui ont fait avancer notre État et qui l'ont rendu plus juste. Donc, bien sûr, je pense qu'on peut dire très clairement que la loi sur les armes automatiques est une fierté dans le sens où nous savons que ça a un impact positif sur l'insécurité et sur les fusillades liées à ça. Mais je suis d'autant plus fier d'avoir pu créer le Baker Care qui rembourse une partie des soins à nos concitoyens. Comme je suis aussi d'autant plus fier d'avoir pu enfin accorder des grâces à tous ceux qui étaient condamnés à la peine de mort, la peine capitale, pour des fois des crimes qui pouvaient être résolus à la perpétuité. Et je suis content d'avoir pu mener un dialogue social là-dessus, sur cette décision, parce que enfin, nous avons fait comprendre dans la civilité, dans les gens, dans la citoyenneté, on a fait comprendre que la perpétuité, donc la prison à vie, était aussi une très bonne manière de faire purger les peines aux criminels, et que la peine de mort n'était pas la solution. Tuer pour se venger, ça n'a absolument qu'une signification et ça ne fait pas reculer la criminalité. Donc je suis très content qu'on ait pu changer cette vision sur la perpétuité, cette vision aussi sur la peine de mort, et je suis très fier de tous ces accomplissements qui font que grâce à toutes ces mesures-là, le débat évolue, les mentalités changent,
Et les gens se rendent compte que petit à petit, ce qu'on leur a rentré pendant des années, en fait, n'était pas réellement parfois la meilleure chose. Et ça, c'est le fruit de mon mandat. C'est le fruit du travail de mon administration, de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a fait évoluer, de tout ce qu'on a créé en 3 mois, et de tout ce qu'aucun gouvernant n'avait pu faire en 3 mois. Et lorsque l'on regarde les chiffres, et c'est aussi quelque chose dont je suis très fier, lorsqu'on le regarde les chiffres, je suis le gouverneur qui a mis en place le plus de mesures, qui a mis en place le plus de décisions. Je suis aussi le gouverneur qui a mis en place le plus d'aides aux entreprises. Je parle de la taxe qui a été allégée, le chèque de 5 000 $ qui était adressé à toutes les nouvelles sociétés. Alors oui, je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu faire en tant que gouverneur, mais je suis d'autant plus fier que les gens m'aient fait confiance, parce que c'était grâce à eux qu'on a pu aujourd'hui faire tout ce que l'on a pu faire. Donc le premier accomplissement, je pense, dont je suis le plus fier, c'est des gens, de leur mentalité, de leur confiance et de leur capacité à se dire que rien n'est jamais perdu. Et c'est ce que je pense il faut retenir de ce mandat. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés durant votre mandat? Je pense notamment à la pression que vous avez dû recevoir du côté des Républicains pour ne pas interdire les armes automatiques et comment pensez-vous les avoir surmontés? Alors, sur les défis les plus grands que j'ai pu avoir durant mon mandat, je dirais que j'ai, parce que c'est moi qui était à l'initiative de toutes ces mesures, je dirais que j'ai toujours pris mes décisions d'une manière très calme, très ordonnée, et jamais sans pression au point de peut-être rendre fébrile ma manière de gouverner. J'ai toujours été avec assurance, euh, avec organisation, et j'ai toujours consulté les uns et les autres. J'ai toujours consulté les républicains, mais je vais vous dire, lorsque l'on est gouverneur, on ne fait pas les choses avec ceux qui vont dire oui ou ceux qui vont dire non. On fait les choses et on laisse ceux qui veulent dire oui, et ceux qui veulent dire non, dire non. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé au culot pendant 3 mois. J'y suis allé en disant aux gens, je veux ça, j'aurai ça. J'ai eu. J'ai eu gain de cause, puisque à chaque fois, tout est passé. Mais j'y suis allé avec la détermination de me dire que je proposerai, et en fait, je n'ai pas à avoir peur des pressions des uns et des autres. Alors, j'ai eu des pressions des républicains, de Monsieur Kellerman, qui pensait être un grand philosophe de la gestion d'un État, mais qui a, au contraire, jamais rien fait durant son mandat. Si moi, je devais écouter les conseils de celles et ceux qui n'ont jamais rien foutu, j'ai envie de vous dire, je n'aurais strictement rien fait durant 4 mois. Non. Je suis arrivé à mon bureau, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai appelé mon secrétaire d'État, qui à l'époque était Nolias et qui a été révoqué, et je lui ai dit, nous allons faire des choses très vite, très rapidement, parce que je veux que tout change très rapidement. Je suis arrivé et j'ai dit, je veux ça, je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on mette ça en place. J'y suis allé, je n'ai demandé absolument l'approbation de personne, et les choses sont passées. Parce qu'un gouverneur qui a du courage, qui a de la détermination, qui a l'audace de se dire qu'il n'a pas peur des autres, bien évidemment, c'est comme ça que les choses passent, sans qu'il y ait des drames sur les pleurs, des gens qui disent à droite et à gauche, c'est pas bien ce qu'il fait, machin ci, patati patratra. Moi, je n'ai jamais écouté un seul instant ceux qui n'étaient pas d'accord. Bien sûr, je les écoute dans le sens où il faut entendre leur avis. Donc je prends leur avis, je le note, et je leur réponds. C'est toujours d'ailleurs ce que j'ai fait avec mes opposants. Je les ai toujours pris dans mon bureau, j'en ai toujours discuté ensemble. Et nous avons toujours mis les bases de ce que on attendait de moi en tant que gouverneur et de ce que l'on attendait d'eux en tant qu'opposants et groupe d'opposition. Alors parfois c'est pas compris, parfois on me dit mais monsieur le gouverneur, nous on est républicains, les républicains ils veulent ci, ils veulent ça. Oui, mais ma foi les républicains ne sont pas majoritaires, et ma foi les républicains ont échoué, et ma foi c'est monsieur Baker qui a eu 60% et pas monsieur Montgomery. Donc il y a un moment donné où je préfère écouter les 60% qui ont voté pour moi, sur des décisions d'ailleurs aussi cruciales, que écouter les 30% qui ont voté républicain. Mais dans certains cas,
j'ai écouté les 30%. Et c'est aussi la difficulté de ce métier, c'est que le premier défi auquel on est exposé, c'est satisfaire à la minorité de ceux qui ne votent pas pour vous et satisfaire à la majorité de ceux qui votent pour vous. C'est impossible. Dans les deux cas, à la fin du mandat, il y en a qui ne sont pas contents, d'autres qui sont contents, d'autres qui sont mitigés. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors la meilleure solution, c'est de mettre ce qu'on a promis en place. Je l'ai fait sur les gros points de mon programme. Et après, si on peut dire ça comme ça, réparer les pots cassés de ce qui n'a pas plu à tous ceux qui ne votaient pas pour moi. Parce que quand on est gouverneur de tous les citoyens. On n'est pas gouverneur que de la majorité. On est gouverneur aussi de la minorité, des républicains, on est gouverneur des libertariens, on est gouverneur des démocrates, on est gouverneur de tout le monde. Alors, parfois, j'ai eu à faire usage, bien sûr, comme tout gouverneur, comme tout chef d'État, on est amené très régulièrement à rappeler qui est le chef d'État, qui est le gouverneur, et à rappeler qui prend les décisions. Parce qu'on est un État qui est tout de même, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, le peuple du Tennessee n'est pas un peuple qui se tait, c'est généralement un peuple qui dit tout ce qui lui passe par la tête, et c'est très bien d'avoir ça, cela fait de nous un peuple très honnête et uni. Donc, si j'étais gouverneur pour me taire, mon Dieu, je ne sais pas où est-ce que l'on serait actuellement. Donc, le plus grand défi, c'est de devoir en fait satisfaire les uns et les autres. Ça, c'était la plus grosse mission de mon mandat. Je pense que je n'ai pas réussi. J'ai satisfait une partie de ceux qui avaient voté pour moi, une partie des républicains peut-être. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait les choses avec mon cœur. J'ai fait les choses avec envie, détermination et surtout avec connaissance que j'avais mon devoir à respecter. Je l'ai respecté. Et est-ce que le fait que les 60% des citoyens ayant voté pour vous en février 2025 vous ont donné davantage de courage dans vos prises de décision? Est-ce que le fait que vous ayez une majorité à l'Assemblée vous a permis de prendre davantage de liberté dans vos projets? Oui, parce que de toute évidence, quand on a une majorité, on est plus nombreux à l'Assemblée, donc on a la facilité de voir des projets passer sans forcément faire des compromis avec les Républicains. C'était aussi le rapport de force avec le Parti républicain. Donc, bien évidemment, oui. Maintenant, j'aurais été exactement le même avec un groupe minoritaire. Ça n'aurait strictement rien changé. Et moi, personnellement, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un qui dit les choses comme il le pense. Et ça se voit sur mes communications, sur Galpleur, dans mes posts. J'attaque le procureur général parce que quand je pense quelque chose au fond de moi, je le dis. Je ne suis pas quelqu'un qui se tait parce qu'il faut plaire médiatiquement, publiquement. Moi, à la base, je suis médecin. À la base, j'ai grandi dans un quartier défavorisé, comme la majorité des gens dans cet état. Je suis pas quelqu'un qui a eu une cuillère en argent dans la bouche quand il est né. Non. Voilà, moi j'ai connu la pauvreté, j'ai connu ce qu'était de vivre difficilement, et quand on vit dans un milieu comme ça, forcément, ça nous forme plus rapidement à la dureté du monde, à s'affirmer, à être honnête, à être courageux, déterminé, être motivé. Et quand on veut s'en sortir, quand on veut devenir quelqu'un, la seule solution, c'est d'être naturel. On ne devient pas quelqu'un en se faisant passer pour quelqu'un de grand, quelqu'un de majestueux. Regardez Monsieur Montgomery. Quand il a postulé pour être gouverneur, on a fait le débat, il a voulu se faire passer pour quelqu'un qui avait fait les grandes écoles, quelqu'un qui était diplômé et qui connaissait tout. Le résultat, c'est que en étant comme ça, il est arrivé à cracher sur la police, sur des grands groupes privés aussi. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est que tous ceux qui encore aujourd'hui ont tenté de ne pas être naturels n'ont jamais réussi. Voilà. Et est-ce que durant cette législature, ça vous est arrivé de trouver des compromis avec les Républicains? Peut-être qu'il y a eu même un moment une volonté d'unité? Alors, très sincèrement, la réponse est non. Parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement compliqué, quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans ce que je demande. Et parce que je sais qui je suis et je sais aussi ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et je n'ai pas été simple avec eux. J'ai pas été très simple. J'ai été vachement dur dans ce que je demandais. Voilà, je pense qu'en négociation, je suis vachement compliqué.
Et je pense que Richard, Monsieur Bellet, donc le président républicain, je pense que Richard a eu énormément de mal parfois à concilier la politique et le personnel, parce que moi je l'aime beaucoup en personnel. Pour moi c'est un ami et je salue vraiment son courage de ne pas avoir capitulé face à moi, parce que je n'ai pas du tout été simple. Et on peut pas, quand on est du gouvernement, trouver des compromis avec l'opposition. C'est impossible. Parce qu'on a tellement des demandes qui sont élevées en termes d'exigence qu'on ne peut pas. C'est pour ça que moi, du coup, j'ai laissé la main au chef de groupe démocrate, parce que je préférais l'envoyer lui à la négociation, au dialogue, plutôt que moi, parce que non pas que je ne suis pas quelqu'un de calé sur le dialogue, la diplomatie, machin, mais c'est que mes attentes et mes exigences ne correspondaient pas avec celles des Républicains. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à trouver de compromis. Donc vaut mieux envoyer quelqu'un d'autre qui est un peu plus laxiste, mais qui met les bases, de trouver certains compromis. Ils ont réussi à en trouver. Je peux pas vous dire lesquels parce que je suis pas dans les discussions du groupe démocrate, mais je sais qu'ils ont réussi à en trouver. Mais ça s'est fait avec des discussions très 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 longues, et j'en étais exclu. Si vous pouviez revenir en arrière, y a-t-il des décisions que vous prendriez différemment? Si je pouvais revenir en arrière sur des décisions qui avaient été prises avant, très bonne question. Est-ce qu'on fait toujours bien quand on est gouverneur? La réponse est non. Est-ce que des choses ont mal été faites? La réponse est évidemment oui. Bon. Sur quoi? Je ne sais pas. On a sondé les gens et sur la grande majorité des décisions que j'ai prises, je les ai toujours prises avec consultation, en étant conscient que c'était quelque chose qui faisait avancer l'État. Et en réalité, tout ce que je prends comme décision, je le fais toujours d'une manière à informer, à expliquer, et surtout à sensibiliser. Donc, on peut toujours faire mieux sur tout et n'importe quoi, parce qu'on n'est jamais parfait. Mais je pense que toutes les décisions que j'ai prises, elles n'ont pas été faites hâtivement. Elles ont été faites en consultant les uns et les autres, en informant les uns et les autres. Et surtout, on l'a fait d'une manière où, à chaque fois, on restait conscient de la vie de chacun et chacune. Donc, je pense que des décisions n'ont pas plu, que peut-être on aurait pu éviter de prendre. Je pense que la décision sur les armes automatiques, on ne l'aurait pas prise s'il n'y avait pas aujourd'hui un problème de sécurité majeur, des fusillades à répétition, des tueries de masse. On n'aurait pas eu à prendre cette décision-là s'il n'y avait pas tous ces problèmes de sécurité au Tennessee. Maintenant, c'est les résultats, encore une fois, de 4 ans de gouvernance républicaine, où pendant 4 ans, rien ne s'est passé, rien n'a changé, tout a été fait de manière à éviter toutes celles et ceux qui disaient mais attention, mais si vous ne prenez pas de décision, mais ça va dégénérer. Ça a dégénéré. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça dégénère? Bah, on intervient en urgence. Et parfois, la meilleure des choses d'intervenir quand on est gouverneur et qu'on sait que c'est quelque chose qui met en danger les gens, c'est de prendre des décisions, parfois sans consulter les citoyens. C'était le cas sur les armes automatiques. On avait promis à la base un référendum si la situation le permettait. On ne l'a pas fait parce que la situation ne le permettait pas. Il y avait encore des fusillades. Il y avait des gens qui se faisaient tuer à l'arme automatique. Et pour moi, je ne me voyais pas mettre ceux qui... très clairement, je ne me voyais pas mettre la mort des gens décédés par arme automatique sur un bout de papier. Oui ou non, je suis pour, je suis contre. Alors qu'on avait aussi un devoir de réponse aux familles des victimes. Donc oui, bien évidemment que des choses peuvent être améliorées. Dire quoi? C'est impossible. Parce que je ne connais pas la vie des millions de Tennesséens. Je ne connais pas individuellement la vie de chacun et chacune. Mais je sais qu'on peut toujours faire mieux. Maintenant, bien évidemment que mon mandat n'est pas parfait. Je pense qu'il est mieux que les anciens. Les décisions qu'on a prises et comment on les a prises, elles sont bien mieux prises que par les précédentes administrations républicaines. Mais il y a des questions où on n'a pas la réponse. À la vôtre, à moins d'avoir l'avis de un à un des millions de gens qui habitent au Tennessee,
On ne le saura jamais si ça correspondait à ce qu'ils voulaient, s'ils étaient d'accord, s'ils n'étaient pas d'accord. On ne le saura jamais. Au vu des critiques réalisées par certains élus ou même citoyens, est-ce que la fonction de gouverneur n'est pas aussi la cible facile quand tout va mal? Bah, c'est le seul rôle où on peut taper et se défouler. J'ai envie de vous dire, c'est le rôle du gouverneur aussi. Le gouverneur, il n'est pas là pour pleurer. Il est là pour dire, d'accord, j'entends, on va travailler là-dessus, on va améliorer ça. Il n'est pas là pour se morfondre, pleurer, faire la victime sur les réseaux sociaux comme ça a été fait dans le passé. C'est pas la cible facile, c'est que c'est surtout la cible qui peut changer les choses, les faire évoluer et trouver les solutions. Alors les élus qui me critiquent, et je sais que ce ne sont pas des élus de mon camp parce que ils savent que le travail qu'on fait, il est très bon pour le Tennessee et il fonctionne. Les élus républicains qui nous critiquent, gagnez l'élection. Faites mieux. Je vous en prie. Mais pour l'instant, ils n'ont pas fait mieux. Ils ont fait pire. Donc voilà, la critique est bonne à prendre, je suis d'accord. Mais quand elle provient de gens qui, pendant 4 ans, n'ont pas pris de décision bonne pour l'État, mais qui ont pris des décisions qui étaient absolument contre-productives, faites mieux que nous. Mais d'abord, gagnez l'élection. Parce que si vous la gagnez pas, critiquer, c'est bien beau, mais quand on est perdant, c'est qu'il y a un problème aussi de son côté, j'ai envie de dire. Comment évaluez-vous l'état du Tennessee aujourd'hui par rapport à votre prise de fonction? À l'état du Tennessee, alors je pense que d'abord en matière de sécurité, il y a eu un vrai travail qui a été fait et qui a permis d'améliorer beaucoup de choses dans notre État. Sur le social, tout a radicalement changé. Et maintenant, vous avez le remboursement de certaines prestations médicales, les aides pour les entreprises, un taux de chômage qui est absolument bas et qui est le plus bas d'ailleurs connu depuis ces 5 dernières années. Donc socialement, sur la sécurité, sur la santé, tout a changé en bien puisque les gens ne se plaignent pas des décisions qui sont prises dans ces domaines-là. Donc je dirais que l'état, en tout cas du Tennessee, c'est bien plus amélioré que comparé à lorsque c'était des républicains qui géraient l'État. Maintenant, est-ce que tous les problèmes sont résolus? La réponse est non. Est-ce qu'on peut encore travailler pendant ce dernier mois à résoudre ces problèmes? La réponse est oui. Mais soyons très clairs avec les gens. On va pas faire langue de bois. Je n'ai pas été élu pour sauver le Tennessee. Je n'ai pas été élu pour faire pansement aux mesures républicaines qui contribuent à ce que aujourd'hui le Tennessee est. Je n'ai pas été élu pour faire bouche-trou un gouverneur républicain. J'ai été élu parce que je suis démocrate, très fier de l'être, un vrai gouverneur démocrate, et un gouverneur qui prend les décisions qui sont bonnes à prendre et qui les prend dans le temps imparti qu'il a, c'est-à-dire 4 mois, et qui fait son maximum en 4 mois pour changer les choses. C'est trop compliqué. 4 mois, ce n'est pas suffisant. Et ça, il faut qu'on l'entende. Il faut que les gens soient au courant. 4 mois en tant que gouverneur, c'est tellement court comme durée de mandat que c'est impossible de mettre complètement un programme à exécution. Ça n'est pas possible. Et les gens qui pensent que c'est possible, allons regarder pourquoi les programmes républicains ces 4 dernières années n'ont jamais été faits au complet. Allons voir. Il y a un vrai problème. Maintenant, moi, je sors de l'exception puisque toutes les grandes mesures ont été prises. Donc il nous reste encore un léger travail à mettre en place pour terminer complètement ce programme, mais on manque de temps considérablement. On ne peut pas résoudre des problèmes de sécurité en 3 ou 4 mois. C'est pas possible parce que il faut identifier les gens, d'où ça vient, les solutions. Et puis vous savez très bien qu'une solution, des fois, ne fonctionne pas, il faut en essayer une autre. Sur la sécurité, on doit en être mais au moins à notre 9e proposition sur comment on peut l'améliorer, la réduire. Et en fait, c'est des choses qui prennent énormément de temps, qu'on ne peut pas résoudre en 30 secondes, mais qui quand même contribuent à ce que l'État s'améliore. L'État s'est amélioré. Tous ceux qui disent le contraire sont tout simplement des non-voyants. Généralement, ce sont les élus républicains qui disent ça, qui refusent d'admettre que les décisions que moi j'ai prises ont changé des choses au Tennessee.
force est de constater que tous ceux qui aujourd'hui sont remboursés sur certains soins médicaux sont très contents, républicains confondus. Force est de constater aussi que les entreprises qui ont touché le chèque de 5 000 $ à leur création sont très contentes, républicains confondus. N'oublions pas ce qui a été fait comme progrès au sein de l'État. Et quand on parle de l'État, on ne parle pas seulement de l'État au niveau de la sécurité, on parle de tout, la santé, le chômage, qui a baissé sous mon mandat, parce que j'ai subventionné les entreprises. Donc l'État s'est amélioré. Maintenant, on peut toujours faire mieux, je l'ai dit, j'ai pas honte de le dire. On fera mieux, mais aucun gouverneur n'a de solution miracle pour résoudre des problèmes qui existent depuis 4 ans. Ça n'existe pas. Si je veux avoir la solution miracle, donnez-moi 1 an. Donnez-moi 1 an en tant que gouverneur, et là vous aurez la solution miracle. Et en 4 mois, c'est pas possible. C'est un défi qui est absolument insoulevable. Et le seul gouverneur républicain qui a eu 3 mandats consécutifs, ou 2, je sais plus, c'est Will Nichols. Allons voir sous le mandat de Will Nichols, même avec 2 mandats consécutifs, si les choses se sont améliorées et s'il a fait plus de choses que moi. La réponse est non. Donc oui, l'État s'est amélioré, et je le crois profondément, et de toute façon, on a les preuves sur le social, sur la santé. Tout est aujourd'hui sur la table pour dire que l'État s'est amélioré. Vous dites que 4 mois c'est trop court en tant que gouverneur. Souhaitez-vous qu'il y ait un changement et que le mandat de gouverneur dure plus longtemps? Moi, j'ai toujours défendu le fait que ça devait être aux gens de décider ça. La fonction de gouverneur, c'est pas une fonction privative, c'est une fonction qui appartient au peuple, aux citoyens. On est gouverneur des citoyens. Si les citoyens disent qu'il nous faut un mandat plus long, alors oui, je penserai la même chose qu'eux. S'ils disent que ça n'est pas nécessaire, que 4 mois ça suffit, alors je penserai comme eux aussi. Ça doit être un choix aux citoyens. Il leur appartient à eux, parce que lorsqu'on est gouverneur de tous les citoyens. Et je crois que c'est un débat qu'il faut laisser aux gens. Moi, je ne m'en occupe pas, je fais mon travail. Si les gens pensent qu'il faut une durée plus élevée, je serai de leur côté. Et allez-vous consulter les citoyens pour poser la question pour ou contre un mandat de plus de 4 mois pour le gouverneur? Faire un référendum à ce sujet, c'est hors de nos priorités. Donc, je laisserai plutôt cette question à l'appréciation des médias, des journalistes qui veulent faire des sondages. Je pense que c'est plutôt à eux de s'en occuper. Je ferai pas de référendum à ce sujet parce que c'est pas quelque chose qui va changer radicalement leur vie ou changer radicalement l'état du Tennessee. Donc non, je laisse ça à l'appréciation des journalistes et des médias. Quel message souhaitez-vous adresser à vos électeurs et aux citoyens du Tennessee à l'approche de la fin de votre mandat? Je pense que le message qu'il faut faire passer aux gens, c'est pas un message politique, regardez ce que j'ai fait, c'est trop bien, revotez pour moi, je suis le meilleur gouverneur. Je pense que c'est pas la bonne stratégie. Je pense qu'il faut d'abord les remercier parce que ils m'ont fait confiance, que j'ai essayé de faire mon maximum pour ne pas les décevoir. Aussi leur rappeler que ils sont très déterminés comme peuple à choisir le bon dirigeant. On en a eu l'exemple pour mon élection. Je pense qu'il faut aussi leur rappeler que si on a réussi durant mon mandat à améliorer le Tennessee et à faire quelque chose de plus juste, de plus égalitaire et de plus social, je pense qu'on arrivera à le faire sur le long terme, mais qu'il ne s'agit simplement d'un choix très direct de quel gouverneur ils choisiront. Et je ne dirai pas pour qui voter ou pour quel groupe il faut voter, parce que ça ne m'appartient pas. Je pense qu'ils savent pertinemment comment faire leur choix, et on doit respecter le fait qu'on n'a pas d'ordre à donner sur voter républicain, voter démocrate. Alors je leur dirais surtout de n'écouter personne, de ne pas se faire monter le cerveau sur les programmes des uns et des autres, de ne pas regarder les programmes de désinformation qui sont lancés. J'en ai fait les frais avec le bureau du procureur qui disait que c'était le gouvernement qui était responsable de la criminalité. C'est pas réellement ça. Celui qui fait appliquer la justice, c'est aussi le bureau du procureur. Il faut pas se laisser, si vous voulez, manger le cerveau, pour être très honnête, par tous les bureaucrates qui vous diront que c'est lui le responsable, votez pour lui parce qu'il est mieux que lui. En fait, on est tous citoyens. On a tous un cerveau.
on sait tous pour qui voter. Ça me plaît, ça me plaît pas, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. Bien sûr, on vote pas pour quelqu'un qu'on trouve beau, c'est absurde, mais je veux dire, au fond, on sait tous qui on est. On n'a pas besoin de leçons de morale. Moi, j'en ai pas donné quand j'ai voulu être gouverneur. J'ai dit aux gens, votez pour qui vous voulez. Vous voulez voter pour moi, pas de problème. Pour Montgomery, pas de problème. Ils ont fait le bon choix. Ça a fonctionné dans mon élection. Je pense que ça fonctionnera aussi en élection de juin. Mais arrêtons de leur donner des ordres, des leçons de morale, qui ils sont, à les mépriser, parce que pour moi c'est du mépris, ça les infantilise. Et c'est ce que je n'aime pas dans le discours des politiciens qui ne sont pas dans la vie civile. Quand on vient pas de la vie civile et qu'on aspire à être gouverneur ou dans la politique, on n'a pas la même sensibilité que quelqu'un qui vient d'en bas, qui a connu le monde dur, le monde compliqué, les prix qui augmentent, les choses comme ça. On n'est pas pareil. Et je dirais aussi qu'il faut accepter les différences. Acceptez-vous les uns et les autres. Que vous soyez gay, hétérosexuel, acceptez-vous. C'est pas parce que vous êtes un garçon qui aime un garçon que ça fait de vous quelqu'un de différent d'un garçon qui aime une femme. On a fait évoluer ce dialogue-là. On l'a fait évoluer. Aujourd'hui, les gens ont changé leur mentalité. Acceptez-vous. Parce que si on ne s'accepte pas, le monde de demain ne sera pas bon. Il ne sera jamais bon. Et ça passe encore une fois aussi par le bon vote. Alors je vous disais de ne pas dire pour qui voter. Je ne le ferai toujours pas, je l'ai dit. Mais ça passe par le bon vote quand même. Alors à travers ce message-là, sachez que c'est en vous acceptant les uns et les autres que vous arriverez à faire une société plus juste, plus égalitaire et beaucoup plus compréhensive de celles et ceux qui se lèvent à 6 heures du matin, vont travailler, galèrent toute leur vie, pour des fois des salaires minables. Et c'est en ces gens-là que moi je me retrouve quand je dis que je me suis lancé en politique. Nous allons passer aux événements récents. Pour commencer, il y a une semaine, des policiers ont frappé un adolescent où il y a eu une grande vague d'indignation et une vive émotion dans tout l'État, avec une quasi-unanimité du côté des forces politiques. Quelle est votre réaction face à ces événements ? Alors, bien sûr, ça m'a profondément touché, puisque c'est un enfant et je suis père. Donc, quand on est père, on est forcément très touché. Moi, j'avais la gorge jouée quand j'ai vu la vidéo, et j'ai été d'ailleurs le premier à réagir ce soir-là, et le premier à avoir demandé un déclenchement auprès du bureau du procureur, qui a réagi très rapidement. Ce sont mes services, donc les services de sécurité intérieure, qui ont identifié les 2 adjoints au shérif et qui ont transmis leur identité au bureau du procureur. Donc ils ont fait un travail remarquable. Ils l'ont fait en 30 minutes. Ce que je dois dire est très remarquable, parce que identifier 2 adjoints sur des millions et des millions d'habitants et des milliers de policiers, d'adjoints et j'en passe, c'est pas facile. Ils l'ont fait. Et ce message que je voulais faire passer ce soir-là, c'était: regardez, on est capable de faire les choses très rapidement, de vous interpeller très rapidement, de vous arrêter très rapidement. N'outrepassez pas les lois, que vous soyez policier, que vous soyez jeune adolescent. En réalité, l'image que l'on voit de ces policiers-là ne doit pas détourner le dialogue public. Il ne doit pas dire que la police est violente, comme un groupuscule a pu le faire, que je condamne complètement, et qui n'avait absolument pas à se retrouver là-dedans. Tout comme aussi, nous avons vu dans la manifestation un groupuscule qui s'appelle Urgence Palestine, qui s'est retrouvé dans un truc comme ça. Alors excusez-moi, je ne savais pas que les violences policières étaient liées à la Palestine. Je ne savais pas du tout. Mais voilà, j'admets qu'une partie de ces gens-là ont quand même l'audace de se dire un jeune adolescent s'est fait frapper, on va aller foutre le bordel dans ces manifestations. Franchement, comme action antifasciste, moi je regrette complètement qu'ils se soient mêlés de ces manifestations, parce qu'ils n'avaient absolument rien à y faire. Et ce qui démontre encore que dans notre État, il y a des groupuscules très violents, actions antifascistes, ils l'ont été. Et il y en a les preuves, vous irez demander au DCSO, il vous répondra. Et ils ont tenté de détourner le dialogue public en disant mais les policiers sont violents. Non, c'est pas vrai. 2 policiers ont été violents, ce n'est pas le DCSO qui est violent. Il faut rétablir cette vérité-là. Je l'ai rétablie. J'ai demandé publiquement à ce qu'il y ait des sanctions très rapides et fermes contre ces 2 adjoints-là.
Aujourd'hui, j'espère qu'ils sont licenciés. C'est la moindre des choses. J'espère aussi qu'ils ont été poursuivis en justice. Je n'ai pas l'avancée des procédures. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, puis ça ne me regarde pas. Mais bien sûr, en tant que père, j'ai été absolument choqué et dévasté de voir ça. Hein. Et on a fait le nécessaire. Est-ce que vous avez rencontré ce jeune? Alors, je devais effectivement le rencontrer, mais lorsqu'il y a eu l'assassinat de Noah Byers et de l'adjoint, non, je n'ai pas voulu le rencontrer parce que je savais que ceux qui avaient assassiné l'adjoint étaient liés de près ou de loin à ces jeunes-là. Donc non, parce que je ne rencontre pas ceux qui tuent pour se venger. En fait, je ne rencontre pas ceux qui servent la criminalité et ceux qui servent la délinquance. Hein. Moi, je rencontre ceux qui, à travers leur peine et leur souffrance, n'alimentent pas un dialogue de haine contre la police et un dialogue qui incite à la vengeance. Donc non, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, je le redis et je le martèle. J'adresse tous mes soutiens à la famille de ce jeune homme pour l'épreuve qu'il a vécue. Mais cela ne justifie absolument pas la vague de violence qu'il y a eu derrière sur la police. Et que ceux qui légitiment ce qu'il s'est passé, ben, sincèrement, je me demande comment ils font pour se regarder dans une glace. Parce que les adjoints et adjointes sont pour la plupart des pères et des mères de famille. Hein. Ils sont comme vous et moi. Donc, tout autant que ce jeune-là, les violences d'une manière générale me dévastent et me dégoûtent. Quelles mesures votre gouvernement a-t-elle prises ou envisage-t-elle de prendre pour assurer la sécurité de tous les citoyens et lutter contre la violence? Nous, on a un discours avec mon gouvernement et parce que je suis très très content d'être ami avec les policiers et parce que je considère que les policiers sont mes amis. On a pris la décision d'investir un peu plus d'argent dans nos polices locales et d'accompagner de manière un peu plus directe et claire les polices locales. Ce qui fait que ça renforce leur présence dans les écoles, dans la rue, et ça fait en sorte qu'il y ait une meilleure présence policière. Donc bien évidemment, ça évite d'avoir les dépassements qu'il se passe encore aujourd'hui. Maintenant, c'est compliqué dans des départements tels que le DCSO d'y imposer sa vision des choses, puisqu'il est géré par un élu de comté, qui est un élu, au même titre que moi. Donc c'est compliqué d'y imposer sa vision des choses. Maintenant, comme tous les départements, je suis le gouverneur de l'État. C'est moi qui décide de comment la sécurité doit être dans mon État. Si je considère que des départements ne savent pas correctement faire appliquer la sécurité, ne vous inquiétez pas, nous avons une multitude de mesures que nous pouvons prendre et que nous pouvons mettre en place pour faire en sorte que ces départements qui n'arrivent pas à faire appliquer la sécurité puissent y parvenir. Je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, parce que j'ai encore de la confiance, mais je le ferai. Si encore aujourd'hui, des départements n'arrivent pas à faire respecter notre principe de sécurité, qui est que on veut que chaque citoyen et citoyenne se sente en sécurité lorsqu'il est dans la rue et lorsqu'il est même d'ailleurs chez soi. C'est ce que l'on veut. Donc j'ai envie de vous dire, même si je n'ai pas la main directe sur ces départements-là, je sais pertinemment ce que je peux faire pour les obliger et leur dire très directement, s'ils ne veulent pas avoir de problème, que dans leur comté, la sécurité doit être OK. Elle ne l'est pas dans le comté de Davidson. Bon, nous prendrons des décisions pour faire en sorte que celle-ci soit appliquée et qu'il n'y ait plus de problème à l'avenir. Mais bien évidemment, ça passe par des décisions prises par des dirigeants qui sont courageux et qui n'ont pas peur de ne pas plaire à l'opinion publique. Ça tombe bien, je n'ai pas peur. Vous parliez de mesures pour ces départements. Quelles mesures pourraient être prises, par exemple? Moi, je ne communique pas sur ce genre de mesures puisque je considère que c'est un travail avec les services de sécurité intérieure et le secrétaire d'État. Mais je conseille à tous les départements qui ont encore du mal aujourd'hui à faire appliquer les lois et à respecter ce principe de sécurité totale, à trouver des solutions très rapidement parce que sinon ils ne passeront pas à travers les mailles du filet
et je peux vous assurer que nos mesures seront très fortes, mais elles auront un impact positif pour faire en sorte que nos citoyens et les citoyennes se sentent en sécurité. Mais à travers ça, même si mes mesures ne plaisent pas, cela tombe bien, je ne suis pas ici pour plaire, donc tant mieux. N'est-ce pas une forme de pression pour appliquer votre politique, dire à demi-mot, si vous ne faites pas ce que je dis, je peux vous licencier, vous pousser vers la porte? Ah non, par contre, c'est très clairement une forme pour dire faites votre travail ou je le ferai à votre place. Alors que c'était dans votre programme politique, je cite, nous aimerions procéder à la sélection d'un procureur général hautement qualifié et expérimenté, choisi sur la base de critères transparents et rigoureux, et qui jouit d'une indépendance totale vis-à-vis des pressions politiques et des intérêts partisans. Fin de citation. Le bureau du procureur vous lance depuis plusieurs jours et même semaines des attaques à votre encontre sur Yelpler, ce qui a créé une situation de tension. Comment réagissez-vous à ces attaques où je cite le procureur général Kyle Turner, que l'on voit sur l'écran, les fusillades et le fait que les forces de l'ordre se font tuer n'ont pas l'air de déranger le gouverneur. Fin de citation. Il vous appelle à vous occuper de votre gouvernement et à le laisser s'occuper de son bureau du procureur. Alors, c'est toujours très amusant de recevoir des conseils de ceux qui font des directives qui sont jugées illégales par la Cour suprême et refusent de les corriger après, alors que elles sont précisément dans l'intérêt de nos adjoints. Il ne l'a pas fait, il a refusé de la corriger. Donc je considère que dès là, il y a un problème de gestion au sein du bureau du procureur. Mais au-delà de ça, non, je n'ai absolument pas à faire le travail à la place du bureau du procureur. Et pour cause, je l'ai martelé et je l'ai rappelé sur Yelpler. Je ne suis pas un gouverneur qui gère le bureau du procureur. Je suis simplement un gouverneur qui demande au procureur général de prendre des décisions claires, nettes et précises. Ce qu'il n'a pas fait. Et encore aujourd'hui, le meurtrier de Noya Byers, on ne sait absolument pas où il est, on ne sait absolument pas s'il a été arrêté, s'il est poursuivi, on ne sait rien. Par contre, un jeune pompier qui fait des pirouettes avec sa moto et qui se filme parce qu'il est passionné par ça, bien que ça soit illégal, je le conçois, est traité comme un criminel, est arrêté dans les 24 heures qui suivent la publication des posts Yelpler, on lui saisit son compte Yelpler, on lui saisit très clairement sa vie personnelle, et pour cause, le juge Belfort a ordonné au bureau du procureur de redonner l'accès au compte Yelpler à monsieur Butchmiller. Donc il y a non seulement une forme de prise de décision illégale, à multiples reprises, la directive, la saisine d'un compte Yelpler, alors que ça a été jugé absolument dans l'intérêt de monsieur Butchmiller, on lui a dit gardez votre compte, le bureau du procureur n'avait pas à le prendre et à regarder les informations qu'il y avait dedans, et cela ne choque que moi. Cela ne choque que moi. Nous parlons d'un procureur général qui, depuis quelques jours et quelques semaines, ne comprend pas que lui aussi a sa part à jouer dans des problèmes de sécurité que nous avons actuellement, et que lorsque l'on voit des réponses sur Yelpler à des gens, ou même à moi, quand on s'interroge à son action et à ce qu'il fait, si cela ne vous plaît pas, tant mieux. Eh bien, si moi je parlerais comme ça en tant que gouverneur, je pense que je serais très rapidement visé par tous les médias, par tout le monde, parce que je fais mal mon travail. Je pense que le procureur général aujourd'hui fait mal son travail, on le voit. Il y a eu un sursaut citoyen pour Butchmiller, il était prévisible. Je l'avais absolument prédit et je le soutiens. Parce que traiter un pompier comme un criminel, mais laisser des meurtriers dehors en toute impunité, c'est une vision de la justice qui, moi, ne me plaît pas, ne me correspond pas, et que je condamnerai toujours. Ou apaiser les tensions et rétablir un dialogue constructif avec le bureau du procureur. Quand vous essayez de leur faire passer un message et ils n'entendent pas, ils sont bloqués dans leur vision de pensée, ils sont manipulés par la manière dont pense le procureur général, il n'y a absolument aucune possibilité d'apaiser les tensions, si ce n'est qu'ils comprennent enfin que la directive jugée illégale doit être corrigée, parce qu'elle est dans l'intérêt des adjoints. Je l'ai martelé, je le répète, s'ils refusent de le faire, c'est eux qui sont complices des meurtriers. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai les mains propres. Moi, j'ai les solutions dans ma main, mais je ne déclencherai pas l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence, pour si peu, n'a jamais été déclaré. Et ce que veut le procureur général, c'est me rejeter la faute sur moi,
parce qu'il ne sait pas comment gérer son bureau du procureur, il ne sait pas comment gérer ses procureurs pour faire en sorte qu'il y ait des priorités et que ces jeunes-là soient poursuivis. La preuve, le soir où je suis allé avec Aaron Wunsch dans un quartier, nous avons été tabassés à tel point que lui a fini à l'hôpital et moi, parce que les adjoints m'ont protégé et je les en remercie encore aujourd'hui, on fait qu'un adjoint a d'ailleurs été blessé par balle, je crois. Nous avons demandé le soir même au procureur général que ces jeunes-là soient poursuivis, qu'ils soient arrêtés. Aucune réponse. Alors il y a un moment donné où je me dis qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable et que certainement, je pense, partent aux Maldives, prendre des vacances, ne font pas correctement leur travail. Je ne sais pas. Nous n'avons aucun chiffre sur le bureau. Nous n'avons aucun communiqué sur le bureau, sur comment ils font les choses. Nous ne savons rien de ce bureau. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des multitudes de procureurs, ils sont 45 000, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Alors je leur rappelle encore aujourd'hui qu'ils ont des missions à respecter, et que si les missions ne sont pas respectées, et si le procureur général gère mal son bureau, je n'aurai aucun mal à saisir le comité d'impeachment qui lui analysera si oui ou non le procureur général fait correctement son travail ou mérite d'être destitué de la fonction qu'il occupe s'il estime qu'il y a un risque pour la sécurité et pour la justice de l'État. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne me salis plus les mains avec eux. Nous avons essayé. Ça a échoué. Ils n'écoutent pas ce qu'on a à leur dire. Ils n'écoutent pas. Ils ont les oreilles fermées. Eh bien, moi, j'ai les yeux ouverts. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune réponse de leur part sur le meurtrier de Monsieur Noah Byers. Donc pour vous, il y a un manque de communication autour du procureur sur les affaires. Non, il est très mal géré ce bureau. Il est mal géré. La personne qui le gère n'entend que son propre intérêt, n'entend que toucher son salaire à la fin du mois. C'est tout ce qui lui l'intéresse et le motive au quotidien. On priorise d'arrêter des pompiers qui sont fans de moto et qui ont le malheur de cambrer sur une autoroute plutôt que d'arrêter un meurtrier d'un adjoint. Bon, écoutez, belle priorité de leur part. Moi, ça n'est pas la mienne. Et j'entends bien encore faire respecter mon avis qui est que je considère que ce bureau est mal géré. J'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contact entre vous et ce bureau du procureur. Ah, mais je ne demande même plus conseil au bureau du procureur parce que lorsque l'on voit la directive jugée illégale, tout ce qu'ils font qui n'est pas normal, je n'ai absolument pas de confiance en ce procureur général parce que j'ai peur que des décisions à moi, par la suite, soient jugées illégales. Je n'ai pas de confiance. Avec lui, je n'en ai plus parce que la confiance se perd. Et comprenez-moi, il y a un procureur général qui fait des directives qui sont jugées illégales, on lui demande de la corriger, il refuse, alors que c'est la Cour suprême, quand même, qui le demande. Ce n'est pas rien. Excusez-moi, oui, je suis très dubitatif. Et je préfère consulter des gens qui sont très calés sur nos lois, sur nos principes, sur notre constitution, que des procureurs qui, encore aujourd'hui, se retrouvent devant la justice pour des choses qui ne sont pas faites correctement. Voilà. Moi, c'est ma réponse. Et je veux qu'ils l'entendent. Ce problème, il est présent. Mais ils ne veulent pas le corriger. Qu'ils ne le corrigent pas, mais d'autres s'en occuperont à leur place et j'en suis persuadé. Vous n'avez même pas l'ambition d'avoir un rendez-vous avec le procureur général Turner? Mais même si j'en avais l'ambition, d'abord, cela ne déboucherait à rien parce qu'il est bloqué sur son point de vue et sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et ça ne change rien. C'est quelqu'un qui est buté, qui ne veut pas entendre et que lorsque... Et vous avez vu l'avis des citoyens, on le voit sur Yelpleur, les gens sont contre ce qu'il s'est passé, ils ne comprennent pas et sont dans la confusion. La réponse c'est, ne vous inquiétez pas, le bureau du procureur est mobilisé pour arrêter le meurtrier de Noah Byers. D'accord. Il est identifié, le meurtrier, on sait qui il est. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît son visage, son identité. Il n'est pas arrêté. Par contre, le pauvre pompier qui a le malheur de cambrer sur une autoroute à bord d'une moto, lui est arrêté en 24 heures. Et il est gardé en garde à vue dans des conditions, je vous rappelle même pas, hein, parce qu'il s'est fait arrêter, il ne savait même pas pourquoi. Et puis on lui a saisi son compte Yelpleur sans raison. Bon, c'est une image bien bizarre. Dans un sondage exclusif à Tennessee News Network via Yelpleur, où la question posée est « Êtes-vous satisfait du bilan du gouverneur Baker ?» 55% des 47 sondés affirment qu'ils ne sont pas satisfaits
Quelle conclusion tirez-vous? La réponse est là. Ils ne sont pas satisfaits. J'aurais bien aimé entendre pourquoi, pour avoir une discussion avec ces gens-là, et une discussion très honnête et très directe. Je ne peux pas l'avoir puisque malheureusement, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Mais j'entends, je comprends. Peut-être que certaines décisions que j'ai prises ne sont mal perçues, ne sont pas bonnes à leurs yeux. Je m'en excuse. Mais je le rappelle encore une fois, 60% des gens ont voté pour mon programme, ont voté pour ce que j'avais promis. Je n'ai fait que respecter ce que je leur avais promis. Et je ne voulais pas reproduire le schéma des ex-républicains qui étaient au pouvoir, qui était de promettre des choses et d'après changer ce qui était promis sur le programme pour plaire justement à une partie des gens de cet État. Ce n'était pas ma vision. Je ne suis pas élu pour plaire. Je le redis encore une fois, on n'est pas gouverneur pour plaire. On est gouverneur pour prendre les décisions qu'on a promis de faire. Et c'est ce que j'ai fait. Que cela plaise ou que cela ne plaise pas, j'ai entendu les critiques des uns et des autres, mais je ne changerai pas le fait que j'ai encore des promesses à tenir. Je les tiendrai, je les respecterai, je les appliquerai, et que tous ceux qui ne sont pas contents de mon mandat se plaignent, je vous invite à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je pourrai vous répondre, mon équipe pourra vous répondre, ou à demander un rendez-vous, comme je l'ai toujours fait depuis le début de mon mandat. Rencontrer celles et ceux qui n'étaient pas contents, leur expliquer ce que j'avais fait, les comprendre, et je continuerai à le faire. Nous allons passer à la dernière série de questions traitant de votre avenir politique. Pour commencer, monsieur le gouverneur, quel est votre projet d'avenir après la fin de votre mandat? Envisagez-vous de rester actif dans la vie politique? N'allons pas trop vite. D'abord, je me fais vieux parce que j'ai dépassé la cinquantaine, bientôt la soixantaine. Alors, pas non plus se projeter trop loin parce que à cet âge-là, l'avenir est incertain. Est-ce que je me représenterai, est-ce que je ne me représenterai pas? Le Parti démocrate lui-même le dira, nos adhérents le diront. Ce qui est sûr, c'est que je garderai toujours un œil sur l'État, sur notre politique, sur comment les choses sont. Je resterai là, au grand détriment de certains et certaines. Mais j'ai adoré servir. J'aime les gens, de toute façon. Je les aime, je les ai soignés avant d'être gouverneur. J'ai cette passion pour l'humain, pour ce qu'il est. Donc je continuerai à être là, à être médecin. J'entends bien reprendre mon service au HCT après mon mandat, même si cela ne plaît pas à Richard. Mais bon, je pense qu'au contraire, ça le satisfait de me voir revenir plutôt que de me voir en face de lui en tant qu'opposant. Mais bon, on n'est jamais sorti de la politique une fois qu'on en est rentré. Donc nous verrons ce qu'il se passera dans les prochains mois. Mais ça, qui peut prédire? Personne ne peut prédire. Qui aurait pu prédire que j'allais être gouverneur? Pas moi, en tout cas. Comment analysez-vous l'état actuel du Parti démocrate dans le Tennessee par rapport aux autres partis politiques? On le voit, il est très présent, il est très aimé des gens, il est très bien géré par Robert, qui est devenu un très bon ami à moi et en qui j'ai vraiment absolument beaucoup confiance. On a connu des périodes compliquées, lui et moi, je ne dis pas le contraire, j'ai toujours été quelqu'un à une personnalité compliquée, mais j'ai toujours su reconnaître le travail des uns et des autres. Il est très bien géré par Robert. Je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si Robert n'était pas là. Donc je lui dois absolument ma reconnaissance en tant que démocrate pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et je lui souhaite de continuer dans la politique et je suis persuadé que un jour il deviendra quelqu'un de très grand parce qu'il a énormément d'ambition pour les gens, il a beaucoup d'envie, de volonté pour changer les choses. Et je salue son engagement parce que c'est pas simple après l'élection que lui il a traversée, qui était très serrée, qui est très animée. Il a eu beaucoup de haine, il a subi beaucoup de violence aussi durant l'élection qu'il a connue. Donc je salue sa persévérance et l'écoute qu'il a toujours envers les gens et même ceux qui sont contre lui.
Et je crois qu'avec lui comme chairman, le parti continuera à prospérer et à devenir de plus en plus grand comparé à ce qu'il n'est aujourd'hui. Est-ce qu'il ferait un bon gouverneur, peut-être un futur candidat à ce poste? Ah, ça, c'est pas à moi d'en juger. Je pense que on peut pas, quand on a été gouverneur, juger les uns et les autres, groupes confondus. Si ce peut être un bon gouverneur, est-ce qu'il serait un mauvais gouverneur? Moi, je connais ses convictions, je sais ce qu'il veut faire, je sais ses envies, je sais ses ambitions. C'est un jeune très motivé. Je laisse les gens faire leurs propres avis. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur dire si ce serait un bon gouverneur ou un mauvais gouverneur? Laissons-les faire leur propre opinion. Je pense que tous ceux qui nous connaissent et qui votent pour nous et qui sont nos adhérents savent tout seuls si Robert sera un bon gouverneur ou pas. Et je n'ai pas besoin d'être leur porte-parole. Je n'ai pas besoin d'être leur papa à dire il sera bien, il ne sera pas bien, attention ne votez pas pour lui. Moi, je resterai mobilisé, je dirai le fond de ma pensée si j'estime que moi, en tant que citoyen, ça me touche, mais je n'ai pas à dire si ce sera un bon gouverneur ou un mauvais gouverneur. Quel rôle comptez-vous jouer dans l'avenir du Parti démocrate? Allez-vous soutenir publiquement le candidat investi par le parti pour la prochaine campagne au poste de gouverneur? Allez-vous faire campagne avec lui? J'ai été quelqu'un de très compliqué à cerner. Même contre des gens de mon propre camp, des fois, je ne mâchais pas mes mots publiquement. Dire si je pourrais le soutenir, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de très convictionnel. Si mes convictions ne sont plus respectées et si le parti ne me représente plus à travers le candidat qu'il aura, je n'aurai aucune raison de le soutenir. Si au contraire il arbore les couleurs démocrates, mes convictions, comment je vois les choses, je le soutiendrai. Mais je ne prédis pas l'avenir. Encore une fois, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Est-ce que l'on aura un bon candidat, un mauvais candidat? Ce que je sais, c'est que les gens voteront et ce sera le choix des gens. Donc j'ai confiance en eux, comme eux ont confiance en nous. Je continuerai à être dans le comité central démocrate. Ça, voilà, ça me tient à cœur. Je suis très fier d'être dans ce comité. Je serai présent politiquement. Je ne partirai pas de la scène politique. Est-ce que je serai candidat pour la gouverneurale? Je ne sais pas. Nous verrons cela au mois de juin. Enfin, fin mai, parce que ça démarre bientôt. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Nous verrons ce que les gens veulent. Si les gens ne me veulent plus, ils ne m'auront plus. S'ils me veulent encore, je serai encore là. Vu le sondage, ça paraît pas bien parti. Mais je m'en fiche. J'ai fait mon travail. Merci, monsieur le gouverneur Baker, d'avoir répondu à toutes mes questions. Avez-vous un dernier mot à dire? Voulez-vous revenir sur des propos tenus dans cette interview? Mais pas particulièrement de choses à dire à toutes celles et ceux qui regarderont cette interview. Si ce n'est que, voilà, en tant qu'humain, je le redis, je crois toujours en eux. Je sais que ils sont déterminés et qu'ils sont un peuple très fort et très uni. Maintenant, je le redis, acceptez-vous les uns et les autres. Parce que en s'acceptant les uns et les autres, que nous arriverons à faire un avenir bien plus sûr, bien plus égalitaire et bien plus juste. Et écouter les discours de haine extrémistes qui pensent prédire le contraire, c'est se tromper sur ce qu'est l'humanité, sur ce qu'est l'humain. Et en tant qu'humain, je sais absolument que les gens feront le bon choix. Et de toute façon, combien même ils feraient le mauvais choix, soyez-en sûrs qu'il y aura toujours des gens pour vous défendre, pour faire entendre la voix de celles et ceux qui se battent tous les jours pour vivre et pour un monde meilleur. J'en ferai partie. D'accord, merci encore monsieur Baker. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première de On en discute ici. Très belle fin de soirée et à bientôt. Merci à vous en tout cas pour votre invitation et puis à la prochaine peut-être et bonne soirée.